Michel Galabru, bonjour. Bonjour. Alors Michel Galabru, on a l'habitude de le voir sur la Seine, mais nous sommes sur la Seine, mais le fleuve ici. SEIN. Ah oui, vous avez vu, c'est très agréable, surtout quand il fait beau naturellement. Alors expliquez-nous où on est. Eh bien, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent Paris, nous sommes en face de la gare d'Orsay qui a été transformée en musée. C'est le musée d'Orsay qui est là, n'est-ce pas, tout de suite. C'est le quai Anatole France. Et alors nous avons la piscine de Ligny qui est à 2 mètres là. Et nous sommes accolés à une péniche, une authentique péniche qui autrefois devait transporter des marchandises. Et maintenant, vous avez vu la marinière, la pauvre, elle a perdu son mari, elle reste là, c'est son habitation. Et elle nous aide beaucoup. D'abord, elle m'offre l'hospitalité parce qu'il n'y avait plus de place. Et elle s'occupe de moi, du ménage, si j'ai un service, elle est là, etc. Elle est très bien. Alors c'est votre péniche. Oui, c'est ma péniche. Péniche, vous savez, je rêvais d'une péniche parce que autrefois, Jean Marais, on disait il vit sur une péniche et ça paraissait un rêve inaccessible. Une péniche, ça doit coûter une fortune. Or c'est une erreur. Une péniche coûte beaucoup moins cher qu'un appartement. Et c'est très agréable. Cette petite péniche, elle est petite relativement. Elle a 3 chambres, elle a une petite salle de séjour, elle a une cuisine, elle a une salle de bain. C'est placée dans les jardins, face au jardin du Louvre d'un côté, à ma droite là. Là, le Saint-Germain-des-Prés à 200 mètres, c'est un emplacement dans Paris qui vaut très cher, un appartement. Ici, ça doit valoir une fortune. Cette péniche, je l'ai eue pour 30 millions anciens, vous dire. Et il n'y a pas de gros frais, on ne vous fait pas payer c'est considéré comme une voiture, on ne vous fait pas payer tout ce qu'on fait payer dès que vous avez un appartement, vous voyez. Alors finalement, et c'est très agréable. Moi, si je vais à terre, je suis obligé de prendre des petits cachets pour dormir. Là le bercement de l'eau, on se croirait à 1000 lieues de Paris. Et le bercement de l'eau, doucement, vous endort. C'est très agréable. Vous ne voyagez jamais avec votre péniche? Si, on fait on va pas loin parce que quand il y a un petit anniversaire, une fête, on part. C'est vous qui pilotez? Ah non, moi j'ai pas mon brevet de remarquez que je suis fainéant parce que l'école est là. Hein. L'école est un petit peu avant, il n'y a qu'à aller à l'école et puis truc. Mais j'aurais peur quand même de me choper un pilier de pont ou un truc comme ça. C'est que moi, j'ai pas inventé la poudre. Hein. Très gênant. Très gênant. Alors, Pour le son fils, le fils de cette dame là, que vous voyez, il est marinier, il vient, il nous pilote. Alors, on traverse Paris, on va bouffer en face Notre-Dame. Vous voyez, c'est des petites choses qui ne sont pas désagréables. Quand vous étiez petit, on vous appelait Pantalon numéro 4. Ah non, on ne m'appelait pas Pantalon numéro 4. Ça, c'est moi qui me suis donné ce nom parce que mon arrière-grand-père, qui, d'après mes renseignements, est sorti d'une ferme des Cévennes, là, de notre région, nos origines. Et il paraît qu'il ne savait ni lire ni écrire, cet homme. Et il savait à peine signer son nom. Et cet homme qui est sorti d'une ferme, d'une campagne très sauvage, est devenu un homme colossalement riche, paraît-il. Alors j'ai dit à mon père, alors lui c'était Pantalon 1er, le grand-père c'était Pantalon 2, mon père c'était Pantalon 3, et moi je me suis appelé Pantalon 4. Voilà. Alors sinon, en ce qui concerne votre vocation, c'est Sacha Guitry, c'est un Oui. 78 tours. Ah oui, tout à fait, oui, ça c'est Sacha Guitry. Je voulais être footballeur professionnel à l'époque. Je reste dans le cabotinage. Et vu comment ils font maintenant, ils sautent au plafond, ils s'embrassent, ça c'est du cinéma. Et ça me plaisait beaucoup tout ça. Et un jour j'ai lu les mémoires de Sacha Guitry, parce que ma tante adorait Sacha Guitry. Et elle me faisait écouter des disques de Sacha Guitry, etc. Petit Volpeintre, tout ça. Et cet homme m'a infiniment plu, et c'est devenu une admiration telle que je me suis presque identifié à lui. C'est-à-dire que je m'habillais comme lui, comme je pouvais, parce que ma mère n'avait
sûr que je voyais ressembler à Sacha Guitry. Alors, je m'achetais des bagues à Monoprix qui déteignaient, des bagues en cuivre, il y avait les doigts noirs, de mauvaise qualité. Et je me tirais les manches de ma chemise pour faire des manchettes, et puis je parlais comme lui. Alors, Mais vous ne l'avez jamais rencontré? Je l'avais rencontré parce que vous n'avez pas osé. Parce que je n'ai pas osé, parce que son avocat que nous connaissions, parce qu'il était de là-bas, de ce pays dont je vous parle, dans l'Hérault, et cet avocat, sa femme m'a donné un mot d'introduction pour les sargenteries, et jamais osé y aller. Je restais autour de la maison, mais je ne rentrais pas, parce qu'on m'avait dit, il va te regarder monter l'escalier, tu ne vas pas t'en sortir. Alors, je préférais, par couardise, rester au dehors. Je regrette d'ailleurs, parce que quand il est mort, Albert Wilmetz, qui était son ami intime, m'avait dit, vous avez eu tort, parce qu'il vous aimait beaucoup. Comment il m'avait connu, je ne sais pas. J'étais déjà comédien, j'étais à la Comédie Française, alors bon, j'étais assez flatté de ça, et j'ai regretté de ne pas l'avoir connu. Alors vous parlez de la Comédie Française, vous faites bien, puisque vous êtes premier prix de conservatoire en comédie. Vous êtes resté là 7 ans. Pourquoi est-ce que vous avez quitté la Comédie Française? J'ai quitté la Comédie Française parce que j'avais eu, pour ainsi dire, le malheur d'avoir un premier prix, et j'ai constaté que ceux qui n'avaient pas eu cette malchance, eh bien mon Dieu, commençaient à être connus. Ils commençaient à tourner des films, ils commençaient à faire carrière, et moi j'étais à la Comédie Française, je vous engueulais, on me payait très peu, il n'y avait aucune considération. Et quand ces camarades venaient de l'extérieur pour assister à une représentation, on les mettait avec beaucoup de considération au premier rang, et moi, me foutais au poulailler avec ma femme. Je trouvais la chose un peu saugrenue. Et puis surtout, j'avais vu mettre à la retraite des sociétaires qui avaient passé leur vie là, et à la fin, c'est toujours sur les poussées pas dehors, avec le moins de considération possible. Je me suis dit, voilà ce que tu seras bientôt, si tu n'y prends pas garde. À la Comédie Française, le travail était dur, on était très surveillés. Oublier un nœud muet à la fin d'un vers, c'était un drame. On avait peur de trous de mémoire, on avait peur d'être pas bon. C'est une maison très dure, très grande école. Je ne regrette pas d'y être passé parce que j'ai appris mon métier, mais c'était la maison de la peur de se faire foutre dehors, de la peur de se faire engueuler, de la peur de louper un verre, de ne pas obéir aux consignes des metteurs en scène. Et puis un travail très dur. On jouait 45 fois, un jeune pensionnaire comme moi, l'employé à fond. Je jouais 45 fois par mois alors qu'il n'y a que 30 jours, parce qu'il y avait 2 salles. On m'habillait dans un taxi, on me déshabillait dans le taxi parce qu'il fallait que j'aille jouer dans l'autre salle. Un autre rôle dans la même soirée. Et donc, c'était un métier très dur. Alors, par délassement, quand j'ai eu quelques loisirs, j'ai fondé une petite troupe et nous allions jouer dans des usines. On partait dans une espèce de petit camion fruste, camionnette, et on partait jouer dans les usines, dans les patronages. Et là, je disais toujours, d'ailleurs, envoyez-moi le crack du conservatoire. Et on me disait, mais tu veux le crack des professeurs ou le crack des élèves? Le crack des élèves, parce que je pensais à juste raison qu'ils s'y connaissaient plus que les professeurs, et on m'envoyait toujours Belmondo. On m'envoyait toujours Belmondo, qui est toujours un type charmant. C'est un type plein d'optimisme, une espèce de fumisterie, et on s'amusait beaucoup parce qu'il comprenait très bien mon jeu. On recommençait 2 fois la même scène, on inventait du texte, ça se finissait en fou rire. Et vous avez un point commun avec Belmondo, vous adorez tous les deux le personnage de Cyrano. Oui, ben, j'aurais voulu jouer Cyrano. Lui, il le joue. Lui, il est devenu une très grande vedette, parce que Belmondo a un charme particulier, il a une aura, il dégage une chose mystérieuse qui plaît énormément aux femmes, bien qu'il n'ait pas un physique de Bellâtre, et il plaît énormément au public. C'est mystérieux, Ma femme m'avait dit à juste titre, regarde bien ce garçon. J'assure qu'à l'époque on ne voyait pas grand-chose. Regarde bien ce garçon parce que dans 2 ans il est la plus grande vedette de France. Ah, moi j'ai toujours ouvert mon esprit, j'ai toujours réfléchi à ce qu'on me disait, mais je ne trouvais pas ça impossible du tout. Et quand un impresario m'a dit, avez-vous un jeune premier, vous ne connaissez pas quelqu'un? Je dis, prenez Belmondo, c'est la plus grande vedette dans 2 ans. Il m'a dit,
Plaisantant pas, m'a dit truc, et 2 ans, c'était la plus grande vedette de France. Vous avez une tendresse particulière pour les gendarmes? Ah oui, parce que les gendarmes, d'abord, ça a été des moments très agréables, parce que Louis de Funès était un homme charmant. On lui a fait une réputation parce qu'il est quelquefois mauvaise, parce qu'auprès des journalistes, auprès peut-être des producteurs, il était peut-être pas agréable, parce qu'il avait peur que le film soit pas bon, les journalistes, il était très timide, alors il n'osait pas répondre. Ça, j'en ai eu des preuves plus qu'une fois. Mais avec nous, les comédiens, c'était un homme charmant, c'était un camarade, c'était pas du tout la grosse vedette qui se retire dans sa roulotte, une fois ses répliques faites, qui met un type à sa place pour prendre bien. C'était un type comme nous, qui nous traitait d'égal à l'égal, qui aimait beaucoup les comédiens, qui riait beaucoup avec nous. Et donc on formait une équipe avec les Grosso, les Modo, les Jean Lefebvre, les Christian Marin, tout ça. Nous avons formé une équipe vraiment où on s'entendait à merveille. C'était des films où il y avait un producteur qui était formidable. Je crois qu'hélas, il vient de mourir, le pauvre Monsieur Bétou. C'est vrai qu'il était un homme charmant, qui était très généreux. Et donc, on travaillait dans des conditions... C'était des vacances. C'était des vacances, oui. C'était des vacances, et tous les 2 ans, on en faisait un. Puis on est allé à New York, sur le France. Enfin, ça a été... Ma chance, ça a été les gendarmes. Ça a été que ce film a été vu par énormément de monde. Ça a été, et c'est que, encore maintenant, il s'est programmé à la télévision. Ils l'ont passé peut-être 10 fois. Ils le repasseront encore. Et chaque fois, l'audience est considérable. Hein. On raconte que Louis de Funès, quand il voulait rire devant la caméra, vous demandait de vous placer, vous, derrière le réalisateur, et il vous disait « Michel, fais-moi la punaise ». Non, les gens, c'est curieux comment on travestit, comment on change. C'était De Funès qui faisait la punaise. C'est quoi faire la punaise? De Funès faisait tous les animaux. Il parodiait les animaux. Et, tel le fabuliste, il leur donnait visage humain, si je peux dire. C'était la parodie de l'homme. Avec une observation extraordinaire. Et je lui disais toujours, c'est dommage qu'on n'emploie pas ces dons que tu as dans un film. Je lui avais raconté que dans mon hôtel, qui n'était pas le Victoria Palace, comme vous allez, vous, hein, Jean Fortuné, j'étais dans un petit hôtel minable où il y avait des punaises. Et le type qui dirigeait cet hôtel, le patron, qui était tordu, qui avait une attaque, une casquette, je dis, monsieur va mal, j'ai des punaises. Alors il venait avec une poudre, il me foutait de la poudre dans ma chambre, et les punaises passaient dans notre chambre à côté. C'est une partie de ping-pong. Et quand il est foutu de la poudre de l'autre côté, ça revenait là. Et j'avais dit à De Funès, voilà, cet hôtel, c'était embêtant parce que les punaises, c'est ce que je ne connaissais pas. Ça vous pique, et si vous la chopez pas sur le fait, elle fout le camp à une vitesse, le forfait accompli, rapide. Alors, comme je n'avais pas de lampe de chevet à cet hôtel, que j'avais qu'un bouton là-bas loin à la porte, j'avais mis une ficelle sur le bouton, je tirais au moment de la piqûre. Je claque et je chopais la punaise. Vous voyez? Et alors, quand il a su ça, il m'a fait la punaise, lui. Et punaise, faisant la punaise, ça vaut tous les gendarmes du monde. Parce qu'il me prenait un air méchant, malicieux, de la punaise. Moi, je ne sais pas le faire, de la punaise qui venait me piquer. C'était à hurler de rire. Il faisait pas que ça, il faisait les chats. C'est son chat, l'hypocrisie de son chat, qui surprenait en train de truc. Le chat avec sa queue qui s'énerve derrière, qui guette son truc. Alors il l'attrapait, son chat, par le cou. Et le chat, mais moi je ne sais pas le faire. Il faisait aussi les volailles, les poules. Il disait que les femmes sur la plage, c'était comme des poules qui caquetaient dans le poulailler. Elles faisaient que quand elles en voyaient une troisième, elles se parlaient que. Et on voyait bien. Et l'œil bête de la poule, il faisait. Il arrivait à faire un œil tellement con. C'est l'œil d'une poule. C'est con avec sa voix le grain. C'était extraordinaire. Et on riait de ça. D'ailleurs, De Funès, c'était... il fallait bien le connaître. Si vous ne le connaissez pas, c'était un homme... Souvent, à des dîners, les gens me disaient, mais il n'est pas drôle, monsieur De Funès. Je dis, madame... c'est un comédien. Il se cache derrière un personnage dans la vie. Mais avec nous, il nous racontait toutes ces plaisanteries. Et il y en avait, et c'était, quand il s'y mettait, c'était... Ah, mais on pleurait tous. Quand il racontait qu'il avait été engagé chez un tailleur,
savait que ça... Ou alors qu'il était pianiste, et que il était pianiste dans des endroits peu sûrs, les types sortaient le revolver, il y avait des trucs, il était dans le piano, on l'obligeait à jouer quand même. Alors, il se précipitait au lavabo, et il s'enfermait, tellement il avait peur, et le maître d'hôtel venait le rechercher pour le remonter au piano. Il racontait aussi comment, en jouant du piano, il énervait les gens. Et qu'au bout d'un moment, la tension commençait parce que c'est simplement... Il faisait des accords qu'il fallait voir. Et puis alors, quand il imitait le maître d'hôtel qui applaudissait, le maître d'hôtel, c'était un chef-d'œuvre. Louis de Funès, c'est des films comiques, et on va rappeler que vous avez eu le César de l'interprétation masculine avec un film dans un tout autre registre, Le Juge et l'Assassin, dont on va voir maintenant un extrait. Dites-moi, dans la lettre que vous m'avez adressée... Non, mon juge, ce n'est pas à vous qu'elle est adressée. Hein? C'est à la France, c'est écrit en tête. Vous n'avez pas dû bien la lire. Elle est très claire. Oui, si vous voulez. Mais il y a encore beaucoup de choses que vous laissez dans l'ombre. Mon silence vous en dit plus long que ne le pourrait faire ma plume. Sans doute. Mais il faudrait maintenant quand même entrer dans le détail. Non, laissons de côté ces vilaines choses. C'est trop laid. C'est mauvais pour la moralité de la jeunesse. Écoutez, Bouvier, les juges d'instruction sont obligés de faire raconter aux inculpés toutes les circonstances des crimes qu'ils ont avoués. C'est la loi, je n'y peux rien, ça perd l'hypopète. Enfin, voyons, soyez raisonnable. Aidez-moi. Alors, à une condition, c'est que ma lettre paraisse dans 3 journaux. Le Lion républicain, Le Progrès et le Petit Journal avec mon portrait. Je veux que l'opinion sache tout de suite que j'ai été mordu par un chien enragé à l'âge de 16 ans, que mon sang a été vicié par les remèdes qu'on m'a donnés et ensuite par les mauvais traitements de l'asile de Dole, asile de destruction et de mort. Michel Galabru, Le Juge et l'Assassin, c'est le film qui est cité dans toutes les anthologies quand on veut parler de Michel Galabru. C'est peut-être un petit peu injuste, non? Par rapport à tous les autres rôles que vous avez déjà joués? C'est le plus difficile que vous ayez joué? Non, c'est le plus facile. Alors là, ça peut être Je vais étonnant. vous dire, tout ça, c'est de la plaisanterie par des gens qui connaissent mal les difficultés de faire rire. J'ai vu notamment Coluche, il n'y a pas longtemps, dans L'inspecteur La Bavure, et j'ai été ébloui par l'interprétation de Coluche. J'ai été ébloui parce qu'il y avait une crédibilité du personnage, une naïveté dans son jeu, sans charge excessive, une espèce de force comique assez extraordinaire. Et j'avais lu une critique auparavant de ce film, dans le Figaro ou ailleurs, disant scénario conventionnel, tous les poncifs. Mais par contre, quand il a fait Ciao Pantin, qu'il a parfaitement réussi, tous les gens ont crié au miracle. Alors on crie au miracle ou l'éloge quand le film est dramatique. Parce que les gens se prennent au sérieux et sont persuadés que le dramatique, c'est la pensée profonde. Rien n'est plus facile pour un comédien que de jouer du drame. Moi, je les juge à la comédie, les acteurs. Et j'ai fait cette expérience souvent, c'est-à-dire que quand on est dans une troupe et qu'on joue un répertoire varié, vous voyez les acteurs dans la tragédie, et avec une bonne voix, bien timbrée, des grands silences, une cadence de vers respectée, il faut quand même qu'ils connaissent leur métier, bien entendu. Alors ça fait beaucoup d'impression. Mais quand on les met le lendemain, dans une comédie où il faut parler juste et où il faut faire ressortir l'esprit, alors là, ils ne sont pas bons. Le comique est très difficile. Ça n'empêche pas des films navrants que j'ai tournés moi-même, des conneries, des choses pénibles, des petites comédies franchouillardes nulles. Je le sais, je les ai fait d'ailleurs en connaissance de cause en regardant fixement le chèque qu'on allait me donner. Donc, je sais très bien ce dont je parle. Et ce critique,
trouvaient ça minable. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Je l'ai parlé à un tas de gens, ils étaient aussi. Et l'interprétation de Depardieu, espèce de Mesrine effrayant qu'il a composé avec un talent extraordinaire. Et j'ai vu donc dans ce film d'autres comédiens, mais notamment ces deux comédiens. C'est là que je les ai jugés. C'est là que Coluche, en dehors du fait qu'il se plantait tout seul sur une scène, il faisait rire, ce qui est totalement impossible, parce que nous sommes 55 millions d'habitants, plus les Belges qui parlent français et qui jouent à la comédie. On atteindrait facilement avec le Canada et la Suisse 100 millions. Et bien sur les 100 millions, il n'y a pas 20 comiques connus. Il y a certainement des gens qui ont beaucoup de talent, qui vont percer demain, après-demain, ça c'est autre chose. Mais parmi les gens comiques, et parmi ceux qui font du cabaret ridicule et qui se plantent tout seuls sur une scène pendant 1h30 et qui vont rire, il y en a combien? Il y a monsieur De Vos, qui est d'origine belge, n'est-ce pas? Et qui est un génie extraordinaire, qui non seulement par son intervention, mais les textes qui vont rester, les textes de Vos vont rester, ce qui est aussi fort qu'Alphonse Allais ou que... Hein? Bedos, Guy Bedos, ça fait 2. Smaïn maintenant, ça fait 3. Et puis, bon, Poirier et Siro, mais ils n'en font plus. Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, ils sont déjà 2. Et puis il y avait Fernand Reynaud, mais il est mort. Il y avait Bourvil, il est mort. Alors vous pouvez les compter, vous pouvez les compter. Nous n'arrivons pas à 20. Hein. Tous ceux du Splendide, hein, que vous aimez bien. Du Splendide, oui, du Splendide. Mais ils jouent la comédie déjà, ceux-là. Ils ne se plantent pas tout seuls. Hein. Ils ont besoin, ils sont remarquables. C'est la génération qui est montée. Pendant qu'une meurt, l'autre affleure, mais il y a toujours le même nombre. Vous avez dit, je suis avant tout un comédien de théâtre qui a quelques bons souvenirs de quelques bons films. Oui, tout à fait, oui. Oui, je suis un comédien. Alors là, on se dit, il n'aime pas beaucoup le cinéma. Non, j'aimerais le cinéma si je pouvais faire moi-même le film. Ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est... Je crois que ce qui est intéressant, c'est le fabricant du film, le metteur en scène, à plus forte raison s'il est l'auteur du scénario et des dialogues. Ça, je trouve que ça doit être jouissible. L'acteur, à mon sens, au cinéma, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, car vous savez, à toute affirmation, il y a des exceptions. La plupart du temps, l'acteur est un homme-objet qu'on retire, une espèce de marionnette, qu'on retire de sa boîte au moment où il le faut. On l'amène là, et vous savez très bien, en homme du métier, que... on vous dit, mettez-vous là, appuyez-vous sur votre pied droit, attention, alors vous avez un projecteur là, effacez votre épaule. C'est le mot de Louis Jouvet, le cinéma est l'art de trouver une chaise. L'art de trouver une chaise. Je crois que Louis Jouvet avait un peu la même opinion que moi, toute proportion gardée. C'était un grand homme, moi je ne suis qu'un comédien convenable. Et il a dit ça. Oui, il a dit ça parce que au théâtre, vous êtes toujours en activité, vous répétez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, la recherche du rôle, la recherche qui n'est pas commode, avec des textes souvent qui sont écrits par de grands écrivains. Il ne s'agit pas de dire passe-moi la cuillère. Si vous jouez du Giraudoux ou du Jules Romain ou du Molière ou du Shakespeare. Par conséquent, vous êtes là à un métier, c'est le vrai art de l'acteur, c'est le théâtre. Et le cinéma a joué un de mauvais tours à l'acteur parce que, comme vous savez, on peut faire jouer n'importe qui au cinéma. On a fait jouer des amateurs. Le voleur de bicyclette, c'était un monsieur qui sortait d'une usine. Miracle à Milan, il n'y avait pas de professionnels. Dans les films de Tati, il y a des semi-professionnels, c'est-à-dire des gens qui se mettent professionnels après avoir joué chez Tati, mais qui sont des gens chopés comme ça. Pascal Thomas a pris souvent des amateurs parce que des enfants comme Yves Robert dans La Guerre des boutons, des petits qu'il a empoignés, c'est devenu celui qui disait s'il avait su, je ne serais pas venu, c'était un acteur prodigieux, inconnu la veille. C'est l'art de trouver le personnage exact pour le rôle exact. Et il n'est pas forcé que ce soit un professionnel. Quelquefois, la fraîcheur de l'amateur, la maladresse de l'amateur donne
un son plus vrai. Rappelons-nous, dans Lacombe Lucien, le petit bûcheron qu'avait engagé Louis Malle. Il parlait faux. Il parlait faux. Mais on entendait juste parce que ça donnait au film une intensité dramatique assez curieuse. Et c'est la fête, il faisait, avec des pauvres hommes qui étaient, pauvres juifs qui étaient pourchassés en ouvrant sa bouteille de champagne, on savait que c'était un homme dangereux. Je crois que personne n'aurait pu jouer aussi bien que lui. Et ce n'était pas un acteur. Et quand on l'a mis dans d'autres films, c'était minable. Parce que Louis Malle savait comment s'en servir. Bresson ne prend pas ou ne prenait pas d'acteur professionnel. Il a fait de très bons films. On peut donc, la preuve est faite, faire de très bons films avec des gens qui ne sont pas professionnels. Au théâtre, ce n'est pas possible. Il faut des acteurs. Ce n'est pas possible. Il faut des gens qui ont une présence, il faut qu'il y ait des gens... Sinon, les gens n'écoutent pas, bah, il y a peut-être des exceptions, tout est possible, dans des choses très spéciales, mais d'une façon générale, il faut des acteurs de talent, des acteurs qui connaissent leur métier, en tout cas de bons ouvriers du théâtre. Et le cinéma a faussé les valeurs. On a pris une jeune fille qui avait couché avec Monsieur Y et la paye, c'est un rôle au cinéma. Et je ne citerai personne, mais il est arrivé des choses étonnantes. C'est tout juste si on n'aura pas foutu des prix à droite et à gauche. Et c'était pas mauvaise. Alors vous faites du cinéma, pourquoi fondamentalement? L'argent. L'argent, comme beaucoup qui ne vous l'avoueront pas, parce que le cinéma est très payé. Le cinéma, en plus, vous fait connaître. Songez que quand vous jouez dans une salle de théâtre, vous jouez devant 600 personnes. Et que quand vous tournez un film, en même temps, dans une soirée, c'est joué dans toutes les villes de France, peut-être dans toutes les villes de Belgique, peut-être dans toutes les villes du Canada, dans toutes les villes d'Allemagne, toutes les villes d'Italie. En une soirée, vous brassez combien? Et vous êtes connu. Et connu, c'est la clé pour jouer au théâtre des bons rôles. Vous avez dit une chose qui est assez étonnante. Vous avez dit, la vie, c'est du théâtre. Oui. On joue toujours dans la vie. Ah oui, tout à fait. Les gens, et le théâtre, c'est du mensonge. Ah oui, oui, parce que vous savez que dans la vie, tout est théâtre. Quand vous choisissez une voiture, vous jouez déjà un rôle. Vous la voyez verte, vous la voyez gris métallisé, vous voulez donner un genre. Vous voulez donner le bon chic, bon genre, vous jouez le type bon chic, bon genre, vous voulez donner l'impression du gros PDG ou du dragueur. Vous avez déjà un rôle. Ou alors vous allez mettre une casquette, des lunettes, des gants, avec le décapotable, une belle blonde et un gros chien derrière. C'est le rêve de beaucoup. C'est un rôle, vous jouez un rôle, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas né comme ça. Et dans la vie, vous ne marchez pas comme vous devriez marcher. Vous marchez parce que vous avez imité d'autres gens qui marchaient comme ça. On a vu un western, on roule les épaules le lendemain, même en sortant du cinéma, avec son colt et type machin. D'autres jouent les philosophes avec des grandes barbes, d'autres jouent les beaux, d'autres jouent les paumés, d'autres jouent les... Ce sont des rôles que les gens tiennent. Et pour le moment, vous faites du théâtre? Oui, oui, je ne suis pas naturel. Parce que moi, je ne parle pas comme ça, au fond. On change suivant l'interlocuteur. Vous m'amenez un autre intervieweur, je ne vais pas être le même. Vous me donnez une sensation. Vous me mettez dans un canal. Je vous réponds comme vous me parlez, ou j'essaye. Je réponds à tort ou à raison. Je peux jouer mal. Parfois, on joue très mal. On croit que la personne attend ça, elle ne veut pas du tout ça, vous lui déplaisez souverainement. Vous avez loupé votre affaire. Quand vous draguez une fille, si vous jouez bien, même moche, vous pouvez obtenir. Mais si vous jouez mal, vous loupez l'affaire. La fille aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a une, elle me dit... oh, elle faisait tout le temps. Je suis allergique aux framboises. Elle avait bouffé des framboises. Ça a été fini pour ma soirée. Je n'ai vu qu'une framboise toute la soirée. Vous comprenez? Enfin, ça, c'est élémentaire. Alors, vous avez donné des cours à des jeunes comédiens et vous leur apprenez à mentir, là. Oui, le théâtre est mensonge. Le théâtre est illusion. Comme la vie, d'ailleurs. Vous dites, le théâtre et la vie. La vie aussi, on ment tout le temps dans la vie, si on ne s'en sort pas. Si vous ne mentez pas dans la vie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Et c'est gai de mentir. Je ne dis pas que c'est gai, je dis que c'est une nécessité. Oh, regardez, ils jouent tous là. Ça c'est fou. Parce qu'alors vous mentez doublement, vous mentez... Regardez, ils s'habillent tous, regardez, avec des pancartes. Vous mentez... Allez. Oui, vous mentez doublement, alors vous mentez dans votre vie professionnelle et dans Oh, votre vie de tous les jours. je m'y retrouve plus, on ment sans arrêt, on est un mensonge vivant. Je suis persuadé qu'il y a des couples qui vivent 50 ans ensemble, ils ne se connaissent pas. Ils ont toujours joué. Ils ont toujours joué, alors ils sont un peu dévoilés, démystifiés, on voit les coulisses dans le mariage. On finit par voir les coulisses. Hein? Quelle différence entre la première rencontre et puis les gens installés, ils ont l'un et l'autre pas la même sensation. Mais c'est un autre mensonge, ils sont rentrés dans un autre mensonge. Michel Galabru, Ah, bah oui. on peut vous voir? Oui, oui, j'arrive, attendez. Encore un petit instant. Je suis dans la cuisine, là. Votre retraite, vous y pensez de temps en temps? Vous la voyez dans ce bateau? Ah, la retraite, oui, oh. Bon, la retraite, un comédien ne prend pas de retraite. D'abord parce qu'il n'y en a pas. Elle est très petite, de toute façon. Autrefois, ils n'en avaient pas, c'est nouveau d'ailleurs. C'est pas de retraite pour le comédien. D'ailleurs, le comédien, il faut des gens qui aient 80 ans au théâtre, hein. Alors, même 90. Un comédien centenaire, ça serait une attraction. Michel Galabru, content de votre carrière jusqu'à présent? Non, on n'est jamais très content. Satisfait? Non, non. Tout est relatif. Je connais des camarades qui ont beaucoup de talent et qui ont des vies difficiles, pécuniairement, financièrement. Ils ont beaucoup de talent et un garçon, je lui dis, mais au lieu de louer ton appartement, achète-le parce que c'est bête de payer des sommes pareilles. Et puis, il m'a dit, je peux pas. C'est un garçon qui a beaucoup de talent. Alors là, par comparaison, je me dis, tu es un vénard. J'ai eu de la chance. Alors de ce côté-là, bon. Mais après, on aurait voulu faire tant de choses qu'on n'a pas faites. Hein. C'est pas ça que je voulais faire exactement. J'aurais voulu faire autre chose. De ce côté-là, j'ai échoué. Quoi précisément? Oh, j'aurais voulu écrire des pièces, j'aurais voulu les jouer, j'aurais voulu... Voilà, c'est ce qui m'intéressait dans le théâtre. Un écrivain qui a mal tourné, c'est Galabru. Un écrivain qui a échoué, un écrivain qui n'a pas écrit. C'est l'échec total. En tout cas, vous avez une grande qualité. On m'a dit que vous aviez une excellente mémoire. Alors, on va se quitter. Je vais vous remercier et je vais vous demander pour terminer les vers que vous préférez. Sous moi donc, cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous le vîmes 3000 en arrivant au port. Les plus épouvantés reprenaient de courage. J'en cache les 2/3, aussitôt qu'arrivés dans le fond des vaisseaux qui leur furent troués. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience, autour de moi de guerre, se couche contre terre et passe une bonne part d'une si belle nuit.